Eric. Merci. Bonsoir à tous. Vous êtes ici très nombreux. Vous venez de l'Aisne, bien sûr, principalement, mais aussi de Seine-et-Marne, de Marne, des Ardennes, ce qui montre que nous sommes sur une problématique qui dépasse largement les frontières de notre département, qui concerne tout le territoire national et qui a pris beaucoup d'ampleur ces 2 derniers mois, depuis que les écologistes et les associations se sont mobilisés sur le terrain en découvrant la carte des titres miniers qui avait été délivrée par le ministère de l'écologie ces 2 dernières années. Alors je vais effectivement vous faire une présentation un peu générale de la problématique, et je tiens d'abord à remercier effectivement Dominique pour son accueil et d'avoir organisé toute la logistique, et la mairie d'avoir mis à disposition cette salle pour nous recevoir. Notre objectif effectivement ce soir est de pouvoir vous sensibiliser, vous informer et de pouvoir créer effectivement une mobilisation citoyenne autour de ce problème des huiles et gaz de schiste. Alors, quand on s'est intéressé effectivement à ce dossier en décembre dernier, on était en contact avec des associations québécoises et américaines, et on avait un retour d'expérience qui effectivement nous a beaucoup inquiété quand on l'a confronté à cette carte des titres miniers qui a été délivrée par le ministère de l'écologie. Alors, est-ce que ces futurs paysages de la vallée de la Marne, effectivement, c'est la question qu'on peut se poser. Vous avez là un exemple à l'est, un exemple de paysage d'une vallée dans l'est des États-Unis, sur l'État de New York. Vous avez là la vallée de la rivière Delaware, et vous avez une extraction effectivement de gaz non conventionnel en fond de vallée qui vous montre la balafre que cela peut créer effectivement dans le paysage. Cette photo a été prise par l'Institut de la Terre de l'Université de Columbia sur les argiles de Marcellus, qui est un très très grand gisement sur l'est des États-Unis. Alors est-ce que effectivement c'est ce que nous voulons pour la vallée de la Marne? C'est une vraie question. Évidemment non. Et pourtant, alors là la carte apparaît malheureusement très très mal sur l'écran. Elle était mise sur les sorties papier, mais vous avez là une carte des titres miniers au 1er janvier 2011, délivrée par le ministère de l'écologie. Et vous avez donc ici en jaune tous les permis d'exploration qui sont d'ores et déjà délivrés par le ministère de l'écologie. Alors on vous parle, et Nathalie Kosciusko-Morizet vous a dit qu'elle suspendait les autorisations jusque cet été. Tout ce qui est en jaune sont déjà des autorisations qui ont été délivrées. Donc on va retrouver effectivement de nombreuses autorisations sur le sud-est. Il y a un combat emblématique dans la région du Larzac porté par José Bové dont vous avez entendu parler. Vous avez des permis qui sont délivrés dans la région Rhône-Alpes et un ensemble de permis qui sont délivrés dans le bassin parisien et sur l'Est Champagne, dont le permis de Château-Thierry. Et donc si je zoome un peu plus sur le bassin parisien, donc vous retrouvez le permis de Château-Thierry ici, le permis dans la Marne, donc de l'Est Champagne. Vous allez trouver en Seine-et-Marne un certain nombre de permis aussi délivrés, du sud au nord de la Seine-et-Marne. Vous voyez que ça prend des proportions importantes. Et en gris, vous avez des demandes d'autorisation qui ont été faites, et vous voyez qu'on n'a pas que le permis de Château-Thierry, mais on a aussi des demandes d'autorisation qui ont été déposées, notamment en remontant sur le nord du département vers Fère-en-Tardenois. Donc ce sont les demandes de permis de l'Ourcq, de Tardenois ou de Fère-en-Tardenois. Ces demandes de permis, alors le permis de Château-Thierry a été accordé à une société qui s'appelle Toreador, qui est associée à une compagnie américaine, et François pourra effectivement nous parler un peu du montage financier un petit peu de cette société. Et donc sur l'Ourcq-Tardenois, Fère-en-Tardenois, vous avez donc des autres demandes d'autorisation qui aujourd'hui sont en concurrence. Vous avez une demande d'une compagnie, d'une petite société française qui s'appelle Gallicoz. Donc c'est permis de l'Ourcq qui a été demandé sur un territoire quand même très vaste de 1444 km². Donc c'est une petite société française qui siège à Vincennes et qui est dirigée par un ancien ingénieur de l'industrie pétrolière. Vous avez le permis du Tardenois qui a été demandé par Concorde Énergie sur 263 km² et qui est une compagnie de Singapour. Et puis vous avez le permis de Fère-en-Tardenois qui a été déposé, dont la demande a été déposée par Toreador sur 988 km². Voilà, dont le siège est en France. Et puis vous avez aussi une demande de permis sur Dormans, sur 952 km² qui a été déposée par Concorde Énergie.
Donc vous voyez que le problème, il est bien présent chez nous. Alors là, on est sur des demandes d'extraction d'hydrocarbures liquides non conventionnels, des huiles de schiste ou du pétrole de schiste, plus que sur du gaz. Sur le sud, on va plutôt être sur des demandes d'extraction de gaz. Alors, nous voilà un nouvel Eldorado qui s'annonce à nous, à en croire les industries du pétrole et du gaz. L'Europe est l'objet maintenant de toutes les convoitises, après l'Amérique du Nord. La porte d'entrée notamment, une porte d'entrée assez importante, c'est la Pologne. Mais il y a aussi la Hongrie, l'Allemagne, la France, la Suède, je crois. La Pologne d'ailleurs qui a fait dans une résolution du Conseil européen il y a quelques jours fait passer effectivement je crois les gaz de schiste dans la diversification du mix énergétique. On va réussir à faire passer. Donc on est vraiment effectivement là l'objet de toutes les convoitises en Europe. Est-ce que effectivement ça va être le nouvel Eldorado après les États-Unis? Et vous voyez là les principaux gisements d'extraits de gaz et d'huile non conventionnelle aux États-Unis. Pourquoi ces gaz non conventionnels ou ces hydrocarbures non conventionnels permettent de réévaluer les gisements de combustibles fossiles de manière extrêmement importante. Et on a Petroleum Economist qui estimait qu'on pouvait réévaluer les gisements de 60 à 250% par rapport aux réserves conventionnelles. Et vous avez le Potential Gas Committee aux États-Unis qui en 2009 a réévalué aussi les réserves gazières des États-Unis à 90 fois la consommation gazière de 2009. Donc vous voyez qu'on pourrait prolonger bien au-delà les combustibles fossiles, bien au-delà des dates qui nous étaient annoncées avec les réserves conventionnelles, et cela suscite évidemment énormément de convoitises. Les USA sont ainsi devenus le premier producteur de gaz mondial en 2009, ont repris leur premier rang au niveau mondial, et donc l'essor s'est principalement fait au cours du milieu des années 2000, et aujourd'hui on a à peu près 500 000 puits qui ont été forés aux États-Unis. Et le gouvernement estime qu'on aura à peu près 32 000 puits qui seront forés chaque année jusqu'en 2012 sur les États-Unis. Alors les plus importants gisements donc, se trouvent sur l'est, le gisement de Marcellus, sur un grand arc qui va du Texas jusqu'aux Appalaches, jusqu'au Canada. Ce sont des gisements qui sont environ à 1000-3000 mètres de profondeur. Vous avez le bassin de Barnett au Texas qui est aussi un bassin extrêmement important qui va de la Virginie de l'Ouest jusqu'à l'État de New York. Vous avez un arc à l'ouest le long des Rocheuses qui est le berceau du gaz de houille. Et on exploite aussi du gaz et des huiles de schiste dans le Colorado, Montana, le Nord Dakota. Et aujourd'hui, vous avez, alors le tissu industriel est différent du tissu qu'on peut trouver en France évidemment, les régimes juridiques sont fort différents de ce qu'on peut trouver en France, mais vous avez à peu près 700 compagnies qui se partagent l'exploitation aux USA. Cet essor s'est fait essentiellement par de petites compagnies, des compagnies indépendantes, et les majors sont un peu restés à l'écart au démarrage et elles cherchent maintenant à rattraper leur retard, et donc on observe énormément de mouvements en ce moment-là de rachat de sociétés, de partenariats avec les sociétés indépendantes. Donc vous avez toutes les grosses sociétés qui sont en train de s'intéresser effectivement à ce gisement, à tous ces gisements qui étaient un petit peu en dehors du coup au démarrage. On peut passer. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette émergence? Pourquoi on a cette croissance aux États-Unis depuis le milieu des années 2000? C'est parce que les technologies ont évolué. Donc comme on a beaucoup de petites compagnies, on a beaucoup d'innovations, beaucoup de recherches, et donc des technologies sont devenues matures. Et en fait, on peut aller chercher ces huiles et ces gaz non conventionnels en utilisant la combinaison de deux procédés, le forage horizontal et la fracturation hydraulique. Parce qu'à la différence donc, du gaz conventionnel, ces gaz se trouvent répartis dans des couches assez profondes, dans des roches-mères, très compactes, et donc on va distinguer, on va les trouver dans des argiles, donc ce sont les gaz de schiste ou les huiles de schiste, on va les trouver dans du charbon, donc ce sont les gaz de houille, ou bien on va les trouver dans des réservoirs ultra compacts, c'est ce qu'on appelle les tailles gaz, donc on les appelle différemment selon qu'ils sont dans telle ou telle roche-mère. Et donc, on a pu aller les chercher, parce que les gaz conventionnels ou les pétroles conventionnels, on allait les chercher effectivement au travers d'un forage vertical, vous tombiez sur une poche, vous exploitiez. Ben là, c'est pas vraiment le cas, c'est pas une poche, c'est très diffus, c'est absorbé dans la roche. Donc on est à partir d'un forage vertical, on réalise sur 1500 à 2000 mètres un forage horizontal,
Et dans ce forage horizontal, on va créer un certain nombre de fracturations, de fissures, ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Et dans un puits, on ne va pas avoir une seule fracturation, on va avoir 10 à 15 opérations de fracturation qui vont se faire. Et cette fracturation hydraulique, c'est celle qui est mise en cause aujourd'hui par les écologistes et les associations. Cette fracturation hydraulique utilise de l'eau sous très haute pression avec du sable. Le sable va étayer un petit peu les fissures qu'on va créer avec l'eau sous pression, donc va les maintenir ouvertes. Et on va mettre aussi, pour rendre plus efficace cette fissuration, un certain nombre d'additifs chimiques. Voilà. Des produits chimiques. Alors vous allez entendre, dire mais non mais attendez, vous voyez par rapport à l'eau qu'on utilise, vous savez c'est juste 1%, c'est rien ces produits chimiques, c'est 1%. Ben oui mais c'est 1% de 15 millions de litres, donc c'est plusieurs tonnes de produits chimiques qui sont utilisés à chaque opération de fracturation. On va vous dire aussi que les puits sont cimentés, qu'il n'y a aucun problème, que les ressources en eau potable sont dans les premiers 100 mètres de profondeur et qu'à 1000 ou 3000 mètres, il n'y a aucun danger de toucher les aquifères. Et on verra qu'il n'en est évidemment rien. Alors, le coût d'un puits, c'est assez variable. C'est 1 à 3 millions de dollars pour un puits dans le gisement de Barnett. C'est 7 à 10 millions de dollars à Haynesville. Donc vous voyez que c'est quand même pas des sommes ridicules et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors la production, une part importante de la production va être surtout obtenue, la plus grande productivité va se trouver dans les 2 premières années. On a un petit peu un régime hyperbolique, l'essentiel sur 5 ans, mais ensuite on peut continuer la phase finale de production, elle peut durer encore un moment, on n'aura plus grand chose, mais ça peut encore durer un certain temps, jusqu'à 10 ans ou plus. Alors, aujourd'hui, qui a la maîtrise de ces technologies? Ce sont les Américains. Alors, moi, quand Nathalie Kosciusko-Morizet nous dit « Oh, attendez, mais on ne va pas importer le modèle des États-Unis, on ira chercher d'autres technologies que celles employées par les Américains. » On a cherché avec François, mais nous, on n'en connaît pas d'autres aujourd'hui de technologies. Ce sont les Américains qui ont aujourd'hui ces technologies. Et d'ailleurs, les Américains, Barack Obama, a proposé des coopérations avec la Chine et avec l'Inde, sous forme de joint ventures avec des sociétés américaines, pour exploiter les hydrocarbures non conventionnels dans ces pays émergents. Et vous allez voir que dans les demandes d'autorisation qu'on peut avoir dans notre pays, c'est l'exemple de Toreador. Toreador est associé à une compagnie américaine. Donc les technologies sont bien effectivement aujourd'hui aux États-Unis. Je vais passer. Donc on va revoir, là c'est une image prise de la compagnie State Oil, donc vous allez retrouver là un forage vertical, son forage horizontal avec du multifracking, de la multifracturation. Et évidemment, c'est pas effectivement, vous n'allez pas trouver un forage, un puits tous les 50 km. Le forage horizontal, lui, on peut le faire jusqu'à 1500-2000 mètres de longueur. Donc on est obligé de multiplier les puits pour aller exploiter le gisement. Donc vous allez avoir en surface plein de puits qui vont venir effectivement essayer d'exploiter ces hydrocarbures non conventionnels. Donc on va avoir un véritable mitage du paysage lorsqu'on va mettre en place ces productions. Et là c'est une représentation, une coupe du projet de Toreador, où vous retrouvez effectivement le puits vertical, le puits horizontal. Donc là ils vont chercher dans une couche géologique, dans les argiles du lias. Donc vous retrouvez ces forages horizontaux et vous retrouvez ces petites fracturations dans les forages horizontaux pour pouvoir aller chercher ces huiles de schiste. Donc ça c'est simple à trouver, vous allez sur le site de Toreador, vous cliquez son rapport et il vous présente un petit peu tout son dossier sur le bassin parisien et comment il compte s'y prendre. Donc vous voyez qu'on est bien effectivement sur le même type de technologie que celle qu'on peut trouver aux États-Unis. Alors là, voilà des photos un peu d'occupation de sites, notamment en Pennsylvanie. Donc vous voyez un petit peu l'occupation que ça peut prendre en surface. On estime qu'un puits, c'est une occupation sur à peu près 2 hectares de terrain. Donc il faut défricher, déboiser. Il faut évidemment aménager des accès pour arriver avec des poids lourds sur les sites de fracturation. Donc voilà un petit peu l'occupation effectivement de l'espace. Vous avez un schéma type un peu d'occupation. Donc 2 hectares sont à peu près nécessaires aux opérations de forage.
Alors ensuite aux États-Unis, donc le gaz est récupéré, est acheminé par des grands gazoducs qui traversent les États jusqu'aux distributeurs, locaux. Les eaux usées, vous injectez 15 millions de litres d'eau dans les forages, il faut à un moment donné récupérer cette eau. Alors on ne récupère pas toute l'eau, hein, il y en a une partie, 50, 60, 70% qui est récupérée. Alors lors de ces opérations de fracturation, donc elles sont stockées dans des bassins ou envoyées vers des stations de traitement. Alors, il y a différentes manières de faire, mais ces eaux usées, on y reviendra, ces eaux de process posent un véritable problème parce que le traitement, enfin, on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a un trafic évidemment de poids lourds pour acheminer l'eau de fracturation parce qu'on n'a pas toujours des ressources à proximité en eau, donc on est obligé de faire venir des camions citernes pour aller injecter de l'eau. Il faut acheminer bien sûr le matériel de forage, transporter les déchets, les sortir du site. Voilà, et la fracturation requiert effectivement d'importantes ressources en eau qu'il faut aller chercher quand on peut localement, voire plus loin. Et ça rentre en concurrence bien sûr avec les autres besoins pour les usages locaux. Alors là vous avez la photo, on ne la voit pas très bien parce qu'elle n'est pas très lumineuse, mais vous avez une photo sur un site en cours de fracturation, donc vous voyez tous les poids lourds là, qui sont sur le site de fracturation, vous voyez des pipelines. Et alors là, mais on ne la voit pas bien non plus, vous avez une pancarte à proximité d'un petit plan d'eau et où c'est marqué eau pour la fracturation à vendre. Donc vous avez des propriétaires qui essaient de vendre leur étang, l'eau de leur étang, machin, aux compagnies gazières pour pouvoir effectuer les opérations de fracturation hydraulique. Donc c'est la fracturation hydraulique, c'est environ 11 millions par fracturation, 11 millions de litres par puits. C'est l'équivalent de l'arrosage d'un terrain de golf pendant 25 jours à peu près, pendant un mois. Hein, voilà à peu près les chiffres qu'on a sur la quantité d'eau qui est nécessaire au moment des opérations de fracturation. Alors vous avez un exemple là de Texas, hein, à Dish, de mitage du paysage. Tous les petits points blancs que vous voyez apparaître sur cette carte, ce sont des sites de forage, des sites de puits. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment, on en a partout. Hein. Voilà, il y a eu des études comme ça qui ont montré sur des territoires ruraux, des comtés, on pouvait avoir jusqu'à 25% de la surface qui était dédiée effectivement à ces extractions d'huile et de pétrole de schiste. Alors ces additifs chimiques, quels sont-ils? Normalement, ça fait partie du secret industriel. Donc on va vous dire que c'est comme le Coke, comme le Coca-Cola, la formule, elle est secrète, on n'a pas à connaître ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a eu quand même un certain nombre d'enquêtes qui ont pu être réalisées. Il y a des inspecteurs qui sont allés derrière les sites lors des opérations de fracturation, voir les produits qui arrivaient sur le site. Bon, alors et puis il y a des industriels qui commencent à jouer la transparence sur leurs opérations de fracturation. Et on a commencé effectivement à voir des listes de produits chimiques sortir. Et donc là, vous avez une liste qui est produite par le département de la protection de l'environnement de Pennsylvanie. Alors on y trouve des choses tout à fait intéressantes, hein, du triméthylbenzène, butoxyéthanol, éthylhexanol, acide acétique, acétique anhydride, sel d'ammonium, acide borique, diesel. Alors diesel, je vais revenir sur le diesel d'ailleurs. Diéthylbenzène, éthylbenzène, éthylène glycol, éthylène hexanol, formaldéhyde, toluen, xylène. Il est ingénieur chimiste. Hein. Chimie de l'environnement, ouais, vous voyez des choses qui ne sont même pas très sympathiques. Naphthalène, tout ce qui est en N, généralement, ce n'est pas des choses qu'on aime beaucoup. Vous voyez qu'on a des listes à rallonge de produits chimiques, celle-là elle est certainement pas exhaustive. Et sur chaque opération, c'est environ 8300 tonnes de produits chimiques qui sont utilisés. Donc on vous dit 1%, mais quand on dit 8300 tonnes, c'est pas tout à fait la même signification. Donc François reviendra un petit peu sur toutes les problématiques sanitaires qui peuvent être posées par l'utilisation de tels produits. Je reviens sur le diesel, le gazole. En 2005, il y a eu un Energy Bill qui a été voté sous l'administration Bush, et la fracturation hydraulique a échappé à peu près à toutes les grandes réglementations environnementales des États-Unis. La réglementation sur la qualité de l'eau potable, la réglementation sur l'eau, la réglementation sur l'air. Enfin voilà, les opérations de fracturation échappent complètement à la réglementation environnementale depuis 2005, sauf que
il y avait quand même une petite inquiétude sur l'utilisation du gazole, du diesel dans la fracturation hydraulique. Et il y a eu un accord écrit qui a été conclu avec les 3 grandes compagnies de forage américaines pour dire on interdira, on n'utilise plus du tout, on vous promet le gazole dans les opérations de fracturation. Bien. La semaine dernière, je crois, ou il y a 10 jours, il y avait 3 sénateurs américains qui déposaient un rapport à l'Agence de protection de l'environnement pour montrer que depuis 2005, il y a un certain nombre de compagnies, alors 13 ou 15 compagnies, qui ont continué à utiliser allègrement le gazole dans l'utilisation de la fracturation hydraulique et que leurs engagements effectivement écrits n'avaient pas été tenus. Alors s'engage maintenant une bataille, probablement une bataille juridique. La grande question, c'est de savoir si le gouvernement va décider de lancer une procédure pénale en direction de ces compagnies. Mais enfin voilà, hein, la confiance toute relative qu'on peut avoir dans les engagements écrits quand on échappe à toute réglementation environnementale. Alors revenons sur un peu ces eaux usées industrielles, ces fluides de forage, voilà. Alors dans l'ouest, je crois dans l'ouest des États-Unis, on les réinjecte dans le sous-sol. Enfin, est-ce que c'est une solution de réinjecter des eaux usées bourrées de produits chimiques dans le sous-sol? À l'est des États-Unis, ils ne peuvent pas l'injecter, c'est pas facile. Donc ils les stockent dans des bassins de rétention sur les sites de forage. Alors, généralement, ils vont essayer de l'évaporer, de laisser évaporer comme ça un petit peu dans l'atmosphère. Hein, voilà, ça va dégager un petit peu de gaz toxique pendant qu'on y est. Mais, et puis, on va peut-être essayer d'en envoyer un petit peu en station d'épuration. Toujours est-il qu'en station d'épuration, est-ce qu'une station d'épuration municipale est apte à aller traiter des eaux qui sont des eaux extrêmement salines, chargées de minéraux, chargées de métaux lourds? Pas vraiment. Hein, une station d'épuration municipale, c'est fait pour traiter de la matière organique. C'est pas fait pour aller traiter ce type, évidemment, de pollution. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, il y a effectivement de l'évaporation thermique, il y a des procédés de distillation, des procédés de précipitation, de l'injection au sous-sol, l'utilisation de stations d'épuration. Enfin, tout ça montre qu'on ne sait pas trop quoi faire, puis on manque aussi beaucoup d'informations sur l'intégrité, évidemment, des membranes sur les sites de stockage, les durées de stockage. Tout ceci est fait en l'absence de toute transparence. Ben voilà aussi quelques photos hein, de sites où vous pouvez voir les magnifiques photos de bassins et des bouts de forage qui arrivent à l'intérieur. Tout ceci est vraiment extrêmement réjouissant. Ça valorise beaucoup le patrimoine régional. Oui, je pense que les plateaux du Tardenois, la vallée de la Marne, ça est extrêmement valorisé avec ce type de bassin. Voilà encore des magnifiques bassins avec des belles couleurs, un peu jaunâtres. C'est vraiment c'est beau. Voilà, c'est beau, hein, c'est très très beau. Alors, donc dans ce processus d'extraction, quels sont les principaux risques? Alors, il y a des problèmes de fuite de méthane. Bon, on s'est rendu compte que on crée des fracturations. Et puis après, le gaz, il peut partir un petit peu dans le sous-sol, retrouver d'autres fissures et remonter en surface. Alors on a ainsi à peu près 12 cas qui ont été recensés par le média indépendant qui s'appelle ProPublica, dans l'Ohio, en Pennsylvanie et au Colorado. Donc le gaz migre par les fissures et les failles qui sont exacerbées par la fracturation hydraulique, va se retrouver dans des puits, dans des nappes, et va, dans certains cas, est arrivé dans les habitations, donc dans les tuyauteries, dans le robinet, provoquant des explosions. Et vous avez donc un documentaire choc qui est sorti qui s'appelle Gazland et qui montre des photos chocs où on voit quelqu'un qui approche un briquet du robinet et tout d'un coup l'eau s'enflamme. C'est une tradition là-bas. Ah, c'est une tradition. Et donc on estime aux USA que les fuites de méthane hein, sur la production gazière américaine aussi représentent en quantité de gaz à effet de serre l'équivalent des émissions de 34 millions d'automobiles. Hein. Donc si on vous dit le gaz c'est bien, ça permet de lutter contre l'effet de serre, attention, hein, non. Et sachez que les fuites de méthane, le méthane c'est beaucoup plus puissant que le CO2. Alors selon les chercheurs, certains disent c'est 20 à 25 fois plus puissant. Il y en a d'autres qui disent oui mais sur 20 ans la durée de vie, c'est 70 fois plus puissant que le CO2.
Donc il y a eu des morts hein, d'ailleurs en 2004 en Pennsylvanie, dans un pavillon comme ça, il y a eu des remontées dans des puits artésiens résidentiels et il y a eu 3 morts. Et puis vous avez évidemment des explosions accidentelles qui peuvent arriver sur les têtes de puits lors des opérations de fracturation. Et sous l'effet de la pression, vous allez avoir une explosion de la tête de puits entraînant des jaillissements accidentels, ce qu'ils appellent les blow-out, du liquide de fracturation, hein, là, qui se retrouve dès lors dans la nature. Vous avez, il n'y a pas que le méthane, hein, vous avez d'autres gaz toxiques qui vont pouvoir s'échapper. Vous avez l'hydrogène sulfuré qui est un gaz incolore, toxique, et ce qu'on appelle, qui est reconnaissable à son odeur d'œuf pourri, qui se décompose à partir de la matière organique, hein, donc on va retrouver souvent dans le puits. Il y a déjà des ouvriers sur des sites de production qui sont morts intoxiqués par l'H2S. Vous avez d'autres gaz sans odeur qui peuvent remonter, comme le benzène, le toluène, l'éthylbenzène, le xylène, qui sont reconnus évidemment pour leur toxicité et leur cancérogénicité. La contamination de l'eau, dans ce que je vous disais, alors, il y a un tube en acier qui est cimenté, qui est censé effectivement protéger les aquifères qui sont dans les 100-200 premiers mètres de profondeur, mais ils sont soumis à de très très fortes pressions avec l'eau ou le gaz et à des variations de température qui peuvent entraîner des fissurations. Et donc des faiblesses dans l'intégrité de ces structures sont rapportées. Et donc on a trouvé des cas de contamination d'eau de pluie par des composés organiques volatiles dans un certain nombre de communes. C'est pareil, ProPublica estime aujourd'hui, il a consulté un certain nombre de rapports, il y a à peu près 1000 cas de contamination d'eau de nappe ou d'eau superficielle qui sont rapportés autour des sites de production. Ensuite, vous avez des formations aussi d'acides qui peuvent se produire, hein, puisque les argiles contiennent des minéraux comme la pyrite, qui vont se retrouver exposés à l'air et à l'eau, qui vont produire de l'acide sulfurique et des oxydes ferreux, et donc il va y avoir possibilité de contamination des sols et de ressources en eau. Et puis vous avez des problèmes de radioactivité, puisque les argiles présentent souvent de la radioactivité naturelle. Et cette radioactivité, par l'extraction, peut atteindre la surface avec le méthane collecté, ou les fluides qui sont pompés hors du puits. Et donc dans les eaux usées des puits des schistes de Marcellus dans l'état de New York, on a retrouvé du radium-226. Donc vous avez aussi des remontées de matériaux radioactifs avec l'extraction des gaz de schiste. Sur les gaz toxiques qui s'échappent autour de puits, vous avez une petite ville rurale qu'on a vue tout à l'heure, l'image du paysage que je vous ai montré autour de Dish au Texas. Il y a eu énormément de problèmes de pollution de l'air autour de Dish. Il y a un smog qui s'est formé sur la ville. Et on a des études qui ont été menées par l'Agence de protection de l'environnement américaine et qui a révélé la présence de méthylpyridine et diméthylpyridine, des composés neurotoxiques à des niveaux supérieurs au seuil sanitaire, au-dessus de la commune, dans les aires résidentielles. Et les agriculteurs ont rapporté aussi des problèmes avec leurs élevages, avec des morts suspectes d'animaux. Donc là, vous avez la Photoshop de Gazland, hein, voilà, le robinet, hein, voilà, l'eau du robinet qui s'enflamme. Le gaz à tous les étages, c'est quand même assez impressionnant. Et puis là, il y a une campagne effectivement pour sauver la protection de l'eau qui est menée par une association et qui vous montre un peu les belles couleurs de l'eau qu'on a pu retrouver dans les puits résidentiels d'un certain nombre de communes. À proximité de production d'hydrocarbures non conventionnels. Alors on y retrouve du méthane, des hydrocarbures, du plomb, du cuivre, quantité de choses tout à fait sympathiques. Dans le village de Pavillon, Wyoming, ils ont retrouvé sur 11 puits, des 17 puits des résidents, du 2-butoxyéthanol, qui est hautement cancérogène, de l'arsenic aussi, du cuivre. Donc voilà, c'est bon. Tout ça, alors en plus, les puits sont très difficiles à contrôler. Il faut savoir que dans les États, généralement, ils n'ont quasiment pas de moyens. Alors déjà, ça échappe un peu à la réglementation. Et pour aller contrôler les puits, par exemple, en Virginie de l'Ouest, ils ont un inspecteur pour 3300 puits. Alors comment voulez-vous aller les contrôler bon, ça, c'est vraiment très compliqué. Alors évidemment, les communes se sont inquiétées énormément de l'avenir de leurs ressources en eau.
Et donc New York, l'été dernier, a décidé d'instaurer, a délibéré pour instaurer un moratoire temporaire sur toute exploitation qui combine le forage horizontal et la fracturation hydraulique. Elle a un bassin versant à peu près de 4000 km² qui l'approvisionne en eau potable par un aqueduc. Et donc elle a décidé de voter pour un moratoire. Pittsburgh a suivi, Philadelphie très récemment. Voilà, donc il pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Alors l'Agence américaine de protection de l'environnement qui en 2004 disait mais il n'y a pas de problème, c'est pas toxique, etc. Enfin le rapport de 2004 qu'elle avait fait sur le sujet avait été très critiqué par l'ensemble des écologistes et des associations de protection de l'environnement parce que c'était une étude qui était extrêmement incomplète, qui ne se préoccupait pas de la contamination de l'eau. Et donc l'agence américaine, sous la pression de l'opinion, sous la pression d'un certain nombre de représentants du Congrès, a décidé de lancer une vaste étude nationale pour mesurer les impacts environnementaux et sanitaires de l'extraction des huiles et gaz non conventionnels. Donc ce sont près de 2 millions de dollars qui sont consacrés à cette expertise et dont les résultats devraient être connus en 2012. Le minimum, c'est peut-être qu'on attende les résultats de cette expertise aux États-Unis pour qu'on commence à lancer quoi que ce soit en France. Donc en France, ce que je vous disais, c'est que les nouvelles autorisations sont suspendues jusque l'été, donc il y a une lettre de mission qui a été publiée par le ministère de l'Écologie et de l'Industrie. Maintenant, c'est une mission qui est confiée aux conseils généraux de l'industrie et de l'écologie. Est-ce qu'on peut laisser au seul grand corps de l'État l'expertise sur ce dossier quand on connaît leur origine, les ponts, les mines, etc., on peut quand même s'inquiéter des suites qui pourront être données. Il faut savoir que le Conseil des présidents des sociétés scientifiques aux États-Unis, qui regroupe 62 sociétés, 1,4 million de scientifiques, a adressé une lettre ouverte au gouvernement en mai dernier pour demander effectivement une évaluation très précise, scientifique, de l'ensemble des impacts que peuvent avoir ces extractions de gaz non conventionnels. Donc vous voyez que c'est un sujet dont tout le monde s'empare, et notamment la communauté scientifique. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet et sur tout ce qui se passe à la fois en France, en Amérique du Nord et dans le monde, vous pouvez retrouver un portail qu'on a mis en place début décembre qui s'appelle De l'eau dans le gaz, www.delauxdanslegaz.com, et vous y retrouverez énormément d'informations. Voilà, et notamment un dossier de synthèse sur le sujet. Merci Eric. Merci de votre attention.